Il y a un truc dont Du coup, je... tu m'avais parlé. Mhm. Tu disais que tu as travaillé sur des projets de centrales électriques et tout ça, des usines, des trucs comme ça. Je voudrais que Oui, tu oui. m'en dises plus. Mhm. Comment est-ce que tu as fait pour arriver Bon, là-bas et tout ça? malheureusement, ça va dépendre parce que il y a plusieurs projets et j'évite souvent, en fait, pour éviter après d'avoir des problèmes, de parler des projets qui ne sont pas encore finis, qui sont encore en cours de réalisation. Mais, par exemple, j'ai travaillé sur un projet de station de surpression à Franceville. Le projet a déjà été réalisé, il est déjà fonctionnel. Hmm. Et je suis pas, parce qu'en fait, je suis devenu millionnaire grâce à Blender. Prenons un peu ce truc et essayons de rester, de streamliner le truc. Déjà, récapitulons. Un, les relations. L'importance des relations est souvent négligée et pas tant les relations, mais plus sortir, fréquenter les gens, etc., etc. Ne pas rester que devant son écran. C'est ça. Sinon, on ne te découvre pas. Hmm. De deux, faut pas être perfectionniste. Ça ne sert à rien d'être perfectionniste. Et souvent, c'est plus important en fait d'avoir un gros volume de travail, d'avoir un travail parfait mais qui te prend 10 ans pour sortir. Et quand Mhm. tu fais beaucoup d'œuvres, tu vas devenir de plus en plus bon. Mais si tu ne pratiques pas beaucoup, c'est-à-dire tu fais un projet, le projet se termine. En fait, il faut plus prendre l'habitude de finir ces projets que d'essayer de faire des projets parfaits. Mhm. À vouloir faire le projet parfait, tu ne finis jamais rien. Ouais. C'est la deuxième leçon. La troisième leçon, ce serait 20% du travail te donne 80% des résultats. Le principe de Pareto. C'est quelque chose que je vois très bien dans mon travail. Pourquoi? Parce que font ce que les gens veulent, c'est une image. Ils s'en foutent que tu fasses de la 3D derrière. Ils s'en foutent des Mhm. détails techniques. Ils veulent une belle image. Donc, ce qui a le plus d'impact, c'est pas le fait que j'utilise Blender. C'est le fait que, par exemple, quand je fais mon image, je sais Mhm. comment l'éclairer, les fondamentaux, les principes. Les Mhm. 20% fondamentaux qui font la base, en fait, de l'art, c'est ça qui est le plus important. Par exemple, avoir des connaissances en photographie, comment on filme avec une vraie caméra, a plus d'impact que de maîtriser tous les boutons dans Blender ou de maîtriser tous les détails techniques sur les normales, parce que pour le client, ça n'a pas d'impact. Mhm. Toi, ça en a parce que tu as besoin de ça pour arriver au résultat. Et pour le client, ce n'est pas ce qu'il paye. En fait, le client paye pour une belle image. Il faut Mhm. vraiment que si vous voulez être 3D artiste en Afrique, comprenez que ce n'est pas une question technique, c'est une question artistique. À la fin du projet, le client se fiche de comment tu as fait pour arriver au résultat. Autre chose, éviter de tout faire soi-même zéro. C'est-à-dire, je me rappelle par exemple à l'époque quand je faisais un site internet, je faisais le site de zéro. Mhm. Euh, un jeu de mots avec le site du zéro, dédicace Mathieu Ouais. Desgras. Le site dit zéro. Euh, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce Mhm. que ça prend plus de temps et la preuve, à l'époque, je n'avais pas fini le projet. Au lieu de toucher 500 000, j'avais touché 250 000. Ah ouais, En la CFA. moitié. Je veux dire que Ouais. quand je dis millionnaire, c'est par rapport au Gabon, donc en francs CFA. Et les gens peuvent penser millionnaire en euros. Non, en francs CFA. Ouais. Mais, bien sûr, Ouais. ici, un millionnaire, c'est comme si tu disais millionnaire en France. Alors qu'en France, quand tu dis millionnaire, quand tu emmènes ici, c'est comme si tu disais milliardaire, en fait. Ouais, c'est clair. Même en France, c'est Millionnaire en pareil. France, Bon, pas exactement pareil, mais bon, les gens qui sont milliers, centaines de milliers d'euros, si même là, je suis allé loin. Par exemple, les médecins, ils gagnent des plus de 5 000 euros, 8 000, 12 000 euros. Ce genre de sommes, ils sont considérés comme des personnes aisées, quoi. Des personnes, oui. bon, on dit même qu'ils sont riches. Là, on Ils sont dit, considérés comme riches. ah, Bon, mais maintenant, les millionnaires en euros, ça, c'est un autre niveau. Les milliardaires aussi, c'est un autre niveau. Parce que eux, ils paient l'ISF, l'impôt sur la fortune, quelque chose comme ça. Mais mhm, en tout cas, ce que tu dis, bon, disons, on peut dire que
tu es au Gabon comparable à un médecin, bon, plutôt bien payé en France, si on peut dire, Mm. pour que les gens aient un ordre de grandeur, quoi. Voilà. Et donc, il y a cet aspect où 20% de ton travail va le rendu, quand tu fais les rendus, la lumière, les matériaux, plus d'impact que, par exemple, la modélisation. La modélisation est importante, mais matériaux, la lumière, les couleurs, le cadrage, des choses en fait qui apparemment sont insignifiantes pour toi. Parce que quand tu regardes tout ce que tu fais, c'est les 20 derniers pourcents, et c'est ces 20%-là qui ont le plus d'impact pour le client. Parce que lui, c'est ce qu'il voit. Il ne voit pas les heures que tu as passées à modéliser, il ne voit pas la topologie, il ne voit la pas topologie, tous tout ces ça. détails techniques que nous, on a. Voilà. Hormis ça, ne pas tout modéliser soi-même. Quand j'ai commencé à travailler pour les cabinets d'architecture, j'avais ce problème aussi que parfois ils me demandaient de faire une pièce, ils voulaient meubler, et moi je commençais à modéliser genre de zéro. À un moment en fait, j'ai compris juste que ça n'allait jamais marcher, c'est-à-dire ça me prenait trop de temps. Et comme j'ai dit, à la fin de la journée, le client s'en fiche que tu aies modélisé toi-même ou que tu sois allé sur une bibliothèque et que tu aies pris des assets. Arrêtez de vouloir réinventer la roue. Il n'y a aucun mal à prendre des assets et si besoin, les modifier pour les adapter au projet. Regarde par exemple, il y a Megascan. Megascan est arrivé, les gens ont crié que ça allait fausser les recrutements parce que quelqu'un qui n'est pas bon, grâce à Megascan, peut avoir de très beaux décors et compagnie. Non, faut avoir parce des que bases. comme on dit, c'est les fondamentaux en art. C'est ça. Si tu n'as pas les bases, au fait, ça se voit tout de suite. Il y a des gens, je vois ce qu'ils créent. Tu sais si telle personne a pris ça quelque part et n'a pas fait grand-chose. Mais quelqu'un qui a les fondamentaux, tu sais qu'il a vraiment fait du travail dessus, quoi. Même si tu peux arriver à déterminer, des fois même tu ne peux pas, c'est difficile de déterminer qu'il a pris ça quelque part, mais si tu arrives à déterminer ça, tu sais qu'il a bossé dessus, il a fait des modifications, il a fait ce qu'il faut, il a les bases, quoi. Ça va rejoindre ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, c'est que faut pas travailler dur, faut travailler intelligemment, faut travailler là où ça compte. Vraiment, en fait, que les gens arrêtent de... Parce que souvent, quand on est entre techniciens, comme par exemple toi, moi, on va être très sévère, on va juger vraiment l'aspect technique. On va vouloir avoir la meilleure qualité, on va être des perfectionnistes. Oui. Et la vérité, c'est que à la fin de la journée, tu peux dessiner moins bien que moi. Si tu arrives à en vivre et moi pas, tu es le meilleur dessinateur de nous deux. Que juste faire de l'art pour la passion de l'art et ne pas prendre en compte qu'il faut un minimum de succès, de professionnalisme et de réussite derrière, financière, comme de dire je veux être un artiste qui meurt de faim et c'est donner raison à nos parents qui ne voulaient pas qu'on devienne artiste. Donc, quand tu es artiste, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier comme un autre. À partir du moment où ça devient ton métier, il faut être capable de baisser un peu l'aspect passion. Il faut essayer de comprendre qu'il y a l'aspect professionnel. C'est un métier. Tu veux satisfaire le client. Tu veux travailler sur tes projets personnels, c'est là où tu peux te permettre d'être perfectionniste. Et même là, je ne le recommande pas parce que sinon, tu ne délivres jamais rien. Tu ne finis jamais tes projets, tu passes ton temps à... Je me rappelle, j'ai gaspillé des rames entières de papier. Je dessine, je fais une petite heure. Et je dessinais au bic. Je ne dessinais pas avec le crayon et la gomme. Ouais, je vois. Ça... Au moins, il faut faire des esquisses et tout ça. Grave erreur. Grave erreur. Ça m'a permis de devenir relativement bon. Mais je ne referai jamais ça aujourd'hui. Tu vois un peu? Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai une tablette graphique, j'ai Photoshop, je peux faire CTRL-Z si je fais une erreur. Mais à l'époque, je dessinais avec un stylo parce que je voulais être le meilleur dessinateur du monde. Et donc, je me disais, je voulais être un peu comme Kim Jong-gi, là. Ouais, Kim Jong-gi. Ouais. Le gars, il se fout de notre gueule comme ça. Au fait, quand tu comprends son secret, tu te dis... tu es capable de le faire. Bon. Sauf qu'il faut travailler, il faut beaucoup pratiquer tout ça. Mais bon, quand même, c'est bien. Lui, il est dans l'exhibitionnisme. C'est comme
C'est comme les artistes de la musique qui font des concerts. Lui, il se prépare bien et il vient bon, devant la caméra pour vous Et c'est montrer ça ce le qu'il a piège. imaginé. C'est trop fort. Et c'est vraiment ce truc où, euh, comme je le disais, faut pas tout faire de zéro. Mhm, Si tu mhm, as la possibilité d'avoir une banque d'assets, prends ta banque d'assets, prends les assets, modifie-les. Ça ne diminue pas la valeur de ton travail, ça te fait gagner du temps. Quand tu es un professionnel, tu ne peux pas te permettre de tout faire de zéro à chaque fois. Ça n'a pas de sens. mhm. Ça n'a juste pas de sens. Et arrêter avec cette fierté de oui, j'ai tout fait de moi-même et tout et tout. Le client s'en fout. Comment comprenez ça? Le client s'en fout. Que tu aies tout fait toi-même, que tu aies utilisé Blender ou Maya, le client s'en fout. Si tu es freelance, le client s'en fout. Ton client, c'est pas un technicien comme toi. C'est très Mhm, important que beaucoup de gens comprennent ça, surtout si vous êtes freelance, mhm. que vous ne travaillez pas dans un studio de jeux vidéo ou à Disney et compagnie. Voilà aussi une autre chose. Si vous voulez travailler dans un studio de jeux vidéo, Disney, peu importe, n'apprenez pas Blender. Mhm. N'apprenez pas Blender, c'est une grave erreur que j'ai faite Mhm. au début et me plombe encore aujourd'hui. Euh, N'apprenez pas Blender et piratez. Je suis désolé, mais quand j'ai commencé ma carrière, j'ai pris Blender, pas parce que Blender était le meilleur, mais parce que Blender était gratuit. C'était gratuit. Et voilà, et je me suis dit, je n'ai pas envie, par exemple, que je crée quelque chose avec Blender et après on me poursuive en justice. Mhm. Ça ne va vous poursuivre en justice. On ne compte pas l'Afrique dans les ventes. On ne nous compte pas. Et je parle ici aux Africains. On Si a vous êtes en rien à France, foutre. On a rien à payez. foutre de l'Afrique. Voilà. Tu Si as vous êtes en raison. France, payez vos logiciels. Et je vous assure, j'ai travaillé dans des boîtes. Même en France, Je ne bon, je sais ne sais pas dans les autres pays, mais même en France, on ne peut pas les logiciels, hein. pas pirate. Même dans les écoles qui apprennent ces logiciels-là, c'est pas, ils n'achètent pas Pirate. forcément les licences, hein. Ça, c'est Euh, un secret que je vous dévoile comme ça. En tout cas, donc, si ces ne vous entreprises-là devaient torturez faire pas. des inspections, mais je suis sûr que ces entreprises sont au courant parce que le plus important, c'est qu'on maîtrise les logiciels-là pour aller Hum, ensuite travailler sur des projets. Bon, parce que si tu travailles sur un projet pour un client, tu fais du freelance, bon, en France ici, de façon professionnelle, pour pouvoir déclarer ça aux impôts et autres, tu es obligé de payer la licence. Sinon, tu auras des problèmes. effectivement. Parce que Voilà. quand ils vont faire Donc, les inspections, on va te tomber dessus. Comment est-ce que tu as réalisé ça avec effectivement. tes logiciels? Où sont les justificatifs du paiement, la licence et tout ça? Voilà. Mais quand tu le fais Effectivement. pour l'école ou bien pour des projets, bon, je ne sais pas, Personnel. personnels, bon, on s'en fout, quoi. Et c'est ça vraiment. Il faut comprendre que les gens, il faut vraiment comprendre que parfois, on aime trop jouer dans les règles. On veut respecter les règles parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Respecte les règles, marche droit, etc., etc. La vérité, c'est que dans la vie, parfois, il faut pas avoir peur de contourner les règles parce que certaines règles ne sont pas dites à haute voix. Certaines Hmm, règles sont implicites. Par exemple, on sait que vous allez pirater les logiciels. Si hmm. vous apprenez, ça va vous sauver parce que quand vous allez chercher du travail, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour ceux qui travaillent dans Blender. Si votre rêve, vraiment, c'est de travailler un jour à Disney, et moi, mon rêve, par exemple, c'était de travailler chez Naughty Dog. Ah, Naughty Depuis Dog. janvier, Ah, c'est du haut je niveau, ça, hein. postule. Et C'est du très haut depuis niveau. janvier, je postule. Postule, Hmm, postule, postule, postule. En fait, je ne dis pas que je vais tomber chez Naughty Dog tout de suite. Je me dis, je vais commencer à travailler dans un studio autre que Naughty Dog. Depuis exactement. janvier, comme je disais, ici au Gabon, je n'ai jamais vraiment eu besoin de beaucoup postuler pour trouver du travail. Le travail me cherche. Je ne cherche pas du travail, ici le travail me cherche. Hmm, Mais une fois que j'ai voulu me mettre par exemple sur le marché américain, voir un peu si j'avais même pas le niveau, parce que on m'a appelé, on m'a confirmé que j'avais le niveau. Mais il y a toujours une raison. oui. La première raison, c'est où est-ce que je suis? Je suis en Afrique. Ils ne prennent pas les candidats remote. Pourquoi? Parce que
peut être compliqué de faire la procédure pour le visa. Les États-Unis compliquent pour avoir le visa, etc., Ouais. etc. Première raison. Vous voyez déjà que, en fait, si vous voulez travailler, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux faire une start-up, va aux États-Unis. Ne cherche pas à te faire recruter pendant que tu es en Afrique, dans ton pays africain, non. Va aux C'est ça. États-Unis. Si tu veux Par bosser exemple, pour Disney, tout ça, il faut aller aux endroits où oui, Disney se trouve. C'est oui. obligé. Toi, par exemple, tu as la chance d'être en France, c'est une opportunité. Par exemple, si tu veux travailler avec Fortiche, par exemple, moi, j'aimerais travailler avec Fortiche Studio, j'aimerais travailler Ah ouais. pour... J'ai, Même si j'ai, j'avais le niveau, je connais des gens qui bossent là-bas. Je sais à peu près les logiciels qu'ils utilisent et tout ça. Et je sais à peu près comment est-ce qu'ils recrutent les gens, ce genre de trucs. Bon, en tout cas, ceux qui veulent bosser à Fortiche, ils doivent maîtriser Maya. Ils doivent oui, maîtriser Maya. définitivement, C'est obligé. définitivement, c'est obligé. Et donc, si votre rêve, c'est de travailler dans un studio, apprenez pas Blender. C'est la plus grosse erreur que vous pourrez faire parce que vous n'allez jamais convaincre un studio changer, de quitter Maya pour Blender. Ils ne vont pas s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à eux. Mhm, mhm. Par contre, si vous voulez être indépendant, donc prenez Blender vraiment si vous voulez travailler en freelance, si vous voulez travailler à votre propre compte, si vous voulez être indépendant, apprenez Blender. Définitivement. Mais si vous voulez travailler dans un studio d'animation, que ce soit Disney, quel que soit le studio, vous devez apprendre Maya. C'est forcé, c'est obligé. Ce n'est même pas un sujet à débat ou à discussion. Autre chose, vous voulez faire dans le jeu vidéo, parce que je vois toujours des gars sur les forums qui essayent de forcer la main sur le fait qu'on peut, par exemple, créer son jeu sur Godot ou sur ABGE. Arrêtez de vous prendre la tête, utilisez Unity ou utilisez Unreal utilisez Engine. Unity si vous voulez faire un jeu mobile, utilisez Unreal si vous voulez faire un jeu PC console. Mhm. Les gars, les gens dans les studios utilisent ces logiciels, ils ne sont pas bêtes, ils dépensent des centaines de millions de dollars de budget pour créer ces jeux. S'ils utilisent ces logiciels, utilisez les mêmes logiciels. Arrêtez de penser que vous êtes originaux, arrêtez de chercher à être originaux. Copier bêtement ce que les gens font un peu partout dans le monde. Encore une fois, je vais vraiment asséner des choses qui peuvent être controversiales. Mais ça marche. Je suis désolé, ça marche. Arrêtez d'essayer d'être, je ne sais pas, de changer le monde à votre premier projet. Essayez juste de faire un projet qui marche pour commencer. Essayez de faire un projet qui marche pour commencer. Et après, vous pourrez changer le monde. Et commencez par quelque chose de simple et que vous pouvez finir. C'est très important. C'est ça. C'est ça. Et des fois, même, il faut revoir ces projets à la baisse. Bon, c'est un peu, je donne l'exemple avec mon dernier jeu que j'ai fait tout seul. J'avais des ambitions beaucoup plus élevées que ça. Mais bon, je me suis rendu compte que ce serait difficile de pouvoir terminer parce que je me suis dit que j'aurai maximum 3 mois pour terminer ça. Parce que après ça, ça va devenir compliqué, quoi. Je n'aurai jamais fini. Donc, j'ai dû enlever des choses, j'ai dû couper. La volonté allait te laisser. C'est ça, c'est exactement. Et j'allais abandonner complètement. Donc, j'ai fait le strict minimum. J'ai sorti quelque chose qui soit jouable. Un personnage, un seul. Parce que je comptais mettre plusieurs personnages. Le jeune homme qui court et puis des animaux qui bougent et tout ça. Après, j'ai vu que ce serait compliqué pour ajouter d'autres animations et tout ça. Donc, j'ai préféré mettre des trucs qui ne bougent pas, des rochers, tout ça. J'ai réduit au maximum, quoi. J'ai sorti le truc. C'est jouable. Ça ressemble à quelque chose. Après, je pourrais revenir dessus puisque j'ai le projet Unity. Je pourrais revenir dessus, améliorer. Et si avec le temps j'ai plus de budget, je pourrais travailler avec des programmeurs plus expérimentés, tout ça là, pour avoir quelque chose de mieux, quoi. Mais l'essentiel, c'est de terminer un projet. C'est le plus important. L'autre intérêt aussi de finir toujours vos projets, quel qu'il soit, c'est que
par exemple, vous voulez vous faire répéter. Je sais qu'on est beaucoup dans cette situation. On dit tous qu'on veut être le Disney africain. On dit tous qu'on veut créer notre propre industrie. Mais la vérité, c'est qu'on dit ça par dépit. Parce qu'on est en Afrique. On n'a pas Disney. On n'a pas Marvel. On n'a pas ces opportunités-là de travailler pour ces compagnies, etc. etc. Là, je sais qu'il y a une compagnie. Je crois que c'est au Rwanda. Il y a un Rwandais avec un studio d'animation qui a commencé une collaboration avec Disney. Mais c'est le premier du genre. Et je suis désolé, ça n'a pas découlé partout en Afrique ou surtout les Africains dans les 2 ans qui suivent. Donc, en dépit, on dit toujours oui, je vais être le Walt Disney africain, je vais être le Akira Toriyama africain, je vais créer ma propre industrie de la bande dessinée africaine qui va marcher. La vérité, c'est que on veut tous travailler pour Disney, on veut tous travailler pour Netflix, on veut tous travailler pour ces compagnies-là parce que c'est ça qui nous inspire en fait. On veut tous devenir animateurs à la Toei Animation. Mais comme on n'a pas la possibilité. Un animateur à la Toei fait, en termes de salaire, faisait 400 000 francs CFA. Animateur à la Toei Animation. Mais bon, il y a aussi quelques paramètres à prendre en compte. Oui, le salaire qu'ils ont, c'est vrai. Mais où est-ce qu'ils vivent? Le niveau de vie, quand tu prends le Japon par exemple, par rapport au niveau de vie, c'est pas si évident. Bon, surtout si tu habites à Tokyo. Bon, si tu es à Kyoto, ça peut aller. Parce que j'ai discuté avec des gens. Bon, il y a un en particulier. Il a quitté, c'est un Français. Il avait été au Japon. Il était animateur. Sur un animé, j'ai oublié le nom j'ai oublié. Et oui, le salaire c'était à peu près ça, mais par rapport à la vie là-bas, c'était pas évident. Il était dans un petit appartement, tout partait rien que dans la nourriture et tout ça. Il ne pouvait pas se permettre de sortir parce que ça n'allait pas être évident. Donc, il a préféré retourner en France. Et donc, vous tous qui rêvez d'aller au Japon et de devenir les nouveaux Akira Toriyama, il faut vraiment que vous ayez conscience d'une chose, c'est que déjà, si vous êtes noir, africain, vous partez souvent avec un handicap. Exactement. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est même pas le problème, en fait. Par exemple, si tu es noir et que tu reviens de France, automatiquement, les gens t'associent à la France et donc la ville de romantique, la ville du savoir et tout et tout. Donc, puisque le fait d'être noir, c'est d'où tu viens, d'où vous venez, où vous êtes né, où vous vivez, où vous êtes, vous prive de beaucoup d'opportunités, mine de rien. C'est pour ça, la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de voyager. Quel que soit l'endroit où il voyage. Les voyages forgent vraiment la mentalité et forment les opportunités. Moi, c'est un de mes grands rêves. J'ai envie de faire le tour du monde au moins une fois avant de mourir. D'avoir posé mon pied sur les 5 continents. Tu sais, je te comprends quand tu me dis, par exemple, que tu n'aimes pas trop dire d'où tu viens parce que tu te considères comme un citoyen du monde. J'ai un peu la même mentalité. Je suis un humaniste et je suis un citoyen du monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a des frontières. Quand tu arrives à la frontière, on ne te dit pas « Bonjour mon frère », on te dit « Tu viens d'où ?» Tu vois un peu? Et donc, oui, de l'Afrique. En tout cas, bon, moi, dans mon cas en particulier, pas dans le sens citoyen du monde, mais citoyen de l'Afrique. Je préfère dire que je suis un Africain. Je suis un Africain. Je vais reprendre cette phrase que Claudel Noubissier sort, que l'Afrique, c'est notre pays et nos différents pays, ce qu'on appelle pays, ce sont des quartiers. Ce sont des différents quartiers. Parce qu'on a beaucoup trop de choses en commun, bon, en particulier chez les Afro, quoi, chez les Noirs. Et en plus de ça, même, tu serais surpris si tu rencontres des gens des îles, les îles Caraïbes, les Martiniquais, Guadeloupéens, tout ça. Même les Américains, tu vas te rendre compte qu'on a beaucoup de points en commun en ce qui concerne notre culture, notre façon d'être, sans nous être rencontrés, quoi. Et c'est vraiment dingue. Parce qu'on a une source commune. C'est ça. On a une source commune. Malgré tous les siècles, malgré
que certains, on a essayé de complètement les enlever de cette racine africaine-là. Ils ont toujours gardé ça, quoi. Et ça, c'est dingue. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Géris Dianingana. Euh, Oui, tu, tu vois de qui je parle. Et il ouais, m'a je vois très inspiré, bien. en fait. Il m'a énormément inspiré à Il toujours travaille en rester proche Angleterre. de ça. Hmm. Oui. Bon, en tout cas, Je vais même montrer, bon, au montage, ça, ce qui est super. Je vais montrer un peu son travail, là, pour que les gens puissent et Géris admirer. Dianingana, vraiment, c'est quelqu'un à connaître. Hmm. C'est mon inspiration principale. J'ai découvert, je pense que c'était sur Instagram. Mhm. J'ai vu qu'il y avait un noir qui travaillait dans un grand studio de DC, Rocksteady, c'est un studio qui bosse avec DC Oui, Comics. oui, c'est lui. Tu dis? Oui, c'est lui. Oui, oui. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment aimé, quoi. Je me suis dit, oui, un noir qui a atteint ce niveau-là. J'ai été voir son parcours directement et tout ça. Je me suis abonné à lui. Et j'ai beaucoup apprécié à un moment, quand je publiais mes trucs, lui aussi s'est abonné à moi. J'ai dit, ah, quelqu'un de ce niveau s'abonne à moi, mais c'est dingue, hein? Et c'est ça la Et beauté de la chose. Moi, je lui ouais, ai écrit sur ArtStation. Bon, ah, je m'attendais honnêtement pas à ce qu'il me réponde parce que je me disais, oh, il doit recevoir des lettres comme ça tous les jours. Même toi, en ouais, fait. Quand je t'ai oui, écrit, je me suis dit, bon, j'écris, mais honnêtement, si tu ne me répondais pas, je ne t'en aurais pas voulu. Parce que je me dis, tu dois oh, recevoir des lettres comme ça tous les jours. Tous les jours, tu dois avoir un petit Africain qui t'écrit pour te dire à quel point c'est- est un phare, en fait, dans le Nord pour nous. j'essaie de C'est répondre. important comment on appelle ça? C'est important pour nous qui sommes restés au pays de voir que c'est possible. Moi, je ne doute pas qu'un jour je serai dans un studio de jeux vidéo, peu importe, que ce soit un grand studio ou un petit studio en fait. Je Mhm. sais que ça va arriver. Ce Et n'est pas... un conseil par rapport à ça, bon, moi, je n'ai pas, bon, encore bossé dans un grand studio. Bon, c'est juste dans un petit studio. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont bossé dans des grands studios, avec qui je suis en contact, et qui m'expliquent la procédure, quoi, comment est-ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas eux-mêmes, si c'est qu'ils avaient la possibilité, c'est pas comme en Afrique, tu vois, avec les recommandations dont tu parles là. Du genre, il y a quelqu'un qui peut te recommander, qu'on sort. Ici, surtout pour les grands studios, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs départements. Il y a les RH qui bossent de leur côté. Il y a les artistes aussi qui ont leur département. Donc, ils ne peuvent pas vraiment influencer les RH. Bon, ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être, je ne sais pas, t'encourager à postuler. Bon, parce que quand il va arriver au moment, il y a la première étape de sélection et tout ça là. Si tu passes cette première étape là, il va arriver un moment où on va te tester. Et là, peut-être on va faire appel à quelqu'un qui est au département artistique pour qu'il vienne là. Tu peux être un peu plus avantagé, quoi. Mais pour la première étape, tu dois passer par les RH et tout ça. Ils ont Oui, oui. leur truc, les histoires de profil psychologique. Ils ont leur façon de travailler. Bon, c'est une autre histoire. Mais quand même, le seul conseil, bon, le conseil le plus important, c'est que si tu veux bosser quelque part, il faut tout faire pour arriver dans le même pays. Ça, Parce que c'est même, vrai, très vrai. c'est ça. Et Parce que j'ai eu plusieurs coups de fil où on m'a dit à mhm, chaque fois, ah, vraiment ton profil est intéressant, mais en ce moment, on ne le prend pas en remote. mhm, mhm, Par exemple, on ne peut pas te prendre depuis ton pays là-bas, il faut que tu voyages pour venir ici. Que pour certains de ces projets, il y a le problème de la confidentialité. Ils veulent qu'on soit dans le même pays pour justement pouvoir un peu plus avoir la confiance de savoir que on est attaquable si par exemple c'est on fait ça. fuiter quelque chose. Et puis Tu en vois plus un de peu. ça, bon, même pour faire fuiter, ils ont leur propre réseau interne, euh, leur propre intranet. Parce que bon, je me rappelle, on a fait un système du genre en école d'animation où, disons, on a travaillé, on a créé une sorte de réseau
par groupe pour nos projets. Et eux, dans les grandes entreprises, ils doivent avoir quelque chose de beaucoup plus, Beaucoup encore plus beaucoup plus complexe. performant. Parce qu'il y a des C'est très choses qui ne vrai. doivent pas fuiter avant que les gars du côté marketing puissent faire leur travail, quoi. La promotion et tout ça, Voilà. là. Ça, c'est très vrai. Maintenant, une autre chose aussi, par exemple, dernièrement, j'ai eu un coup de fil. La recrutrice était sud-africaine. Elle m'a Mhm, expliqué que mon profil est nickel, parfait, mais il me mhm. manquait juste une chose. Et c'est la chose dont elle voulait s'assurer, c'est que j'ai déjà sorti un jeu, par exemple. Est-ce que j'ai déjà fait Ouais. un jeu qu'on peut aller voir, tester, toucher, jouer, etc., etc. J'ai Hmm, répondu non. Que j'ai bossé dans 2 entreprises de jeux vidéo ici au pays. hmm. Et la première, on a été bloqué lors des élections de 2016. Il y a eu les émeutes. Et dans les émeutes, en fait, on a Hmm. fait brûler notre bureau, là où Oh notre là bureau se là. trouvait. Oh. Et là, la deuxième, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que le problème en Afrique, souvent, c'est le financement. Il Mhm, faut payer des salaires. S'il faut que les gars ne fassent que ça, que c'est notre métier à plein temps, il faut qu'on assure au gars un salaire où le gars peut par exemple dire qu'il paye son loyer, qu'il remplit son frigo, qu'il envoie ses enfants à l'école, etc., etc. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'argent tout de suite. Et comme on n'a pas une possibilité de faire un projet rapide, le vendre tout de suite, gagner beaucoup d'argent avec, ouais. on se retrouve souvent dans des problèmes de financement. Ça demande une certaine, comment on appelle ça? Ça demande en fait une certaine stabilité financière. Hmm. Donc, le studio dans lequel je suis en ce moment, on est à l'arrêt pour l'instant. Et là, je m'apprête à aller le retrouver en province. C'est-à-dire qu'on s'est installé en province. Je vais probablement aller le retrouver d'ici le mois prochain. Et là, Hmm. je ne vais pas directement travailler pour eux, en fait. Je vais travailler pour une grosse boîte du pays. Et là, même Ouais. la Pour boîte numéro un du t'assurer le pays. côté Je n'en dis pas financier. plus. Hmm. Voilà. Et c'est parce que eux, ils me donnent un bon salaire et tout, que derrière, je peux maintenant aller travailler bénévolement pour la société et quand Hmm. même avoir l'opportunité de sortir notre premier jeu. Tu vois? Hmm. Mais les entreprises, elles s'en foutent. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je veux que vous compreniez, c'est que vous voulez en fait travailler dans le jeu vidéo, par exemple, même en position remote, parce que le job était en position remote. Faites un jeu, faites comme Pio, justement. Pio a au moins Ouais. 2 ou 3 jeux à son actif. Ce serait Hmm. beaucoup plus facile pour lui parce qu'il est en France, parce qu'il a déjà sorti 1 ou 2 jeux. Qu'il soit plus bon ou moins bon que vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Il est déjà dans un écosystème où il a la possibilité, il est à portée de main et il a de l'expérience. Il a fini un projet. Et c'est ce que je dis qu'il ne faut pas être perfectionniste. Il faut finir des projets. Il faut Hmm. finir des projets, qu'ils soient gros, petits, il faut finir. En fait, le plus important, c'est de terminer, passer au projet suivant, tu t'améliores, tu deviens bon à force de finir des projets. Tu ne deviens pas bon parce que sur un projet, tu as passé 10 ans. Mhm, mhm. À moins d'être riche, parce que ça veut dire que pendant les 10 ans-là, tu ne fais que ça. C'est ça. Ou Et soit, pas autre chose. à moins que tu aies la chance des gars comme les euh, Eiichiro Oda ou Akira Toriyama, où bah, tu gagnes de gros salaires et tu es payé à ne faire que ça, travailler sur un seul projet pendant plus de 20 ans. Ça, Pourquoi c'est-à-dire pas? que tu cherches le travail. Tu veux travailler, par exemple, pour Naughty Dog, pour commencer par acquérir de l'expérience ailleurs. Vous n'allez pas directement arriver à Naughty Dog, même si vous êtes le meilleur artiste au monde. Parce qu'il Ouais, y a 100 gars plus bons que vous qui ont l'expérience professionnelle, qui ont déjà travaillé, par exemple. Les studios s'échangent les meilleurs artistes. Aujourd'hui, ouais, par exemple, aujourd'hui, tel est à Guerrilla Game, après il va à Naughty Dog, après il va à exactement. ILM dans le domaine du VFX. C'est ça. Donc, Il débauche les artistes. Souvent, ils voilà. se font une Donc, compétition féroce. pour Ils un voient un premier artiste boulot, intéressant, le propose un super salaire plus élevé. Bah, c'est un difficile premier que le gars boulot, réfléchisse. Hmm. pour un premier boulot, vraiment, essayer d'être humble et accepter de travailler, par exemple, pour un studio indé que personne ne connaît, qui va vous payer un salaire de misère, etc. Juste, n'acceptez jamais les Indiens. N'acceptez jamais les propositions des Toi, Indiens. Je ne toi, sais tu pas es si tu as mauvais. déjà vu les offres.
Tu as vu les offres que les Indiens font? Salaire en Inde dans le domaine du jeu vidéo, c'est scandaleux. Même quand je prends en compte le niveau de vie en Inde, c'est juste scandaleux. Bah, toi-même, tu as Ceux-là, en dit, fait, hein. c'est bizarre, mais ceux-là, vraiment, ils m'aiment. La façon dont les gars là me harcèlent, c'est terrible. Les studios de jeux vidéo en Inde sont scandaleux. À moins de travailler En ce moment, il parle plus des Bangalore, NFT. Il parle plus des projets Bangalore, NFT. Tu dis? fuyez cette ville comme la peste. Bangalore, fuyez cette ville comme la peste. À Mumbai encore, les salaires peuvent être raisonnables. Mais Hmm. Bangalore, non, fuyez cette ville comme la peste. N'acceptez jamais les offres des Suisses de Bangalore. Vous allez être mal payé, sous-payé, et en plus de ça, vraiment leur attitude vis-à-vis des Africains, c'est terrible. Ah oui, ah oui. Non. Au fait, le truc, c'est ça, au fait. Parce que, bon, je connais quelqu'un, lui, c'est un blanc, un français. Il a travaillé en Inde et il était très bien payé, hein. Et il a Mhm. expliqué quand. Tu Mais es bon, blanc, ça passe. oui, il disait que quand il a été là-bas, ce qu'il a vu ne l'a pas plu, quoi. Parce qu'il a vu des gens beaucoup plus talentueux que lui, qui étaient, lui-même, il dit, ils sont payés au lance-pierre. Et en plus de ça, la Oui. façon dont les boss les parlent mal, il disait que non, que c'est dommage, quoi. Or, lui, il a un niveau pas mal, mais il était très bien payé, il était considéré, on le parlait avec respect et tout ça. Mais lui, c'est dans Mais son tu sais, cas, il est blanc, mais nous, en tant que noirs, oui, c'est ce que je dis. Mais le pire, c'est que même ici au pays, et la personne se reconnaîtra, j'ai un ami blanc qui est en ce moment retourné en France. mhm. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était dans une boîte de la place et tout et tout. Et les filles faisaient la queue. Alors qu'il était déjà avec une copine, les filles faisaient littéralement la Ouais. queue. Elles s'étaient mises en ligne pour essayer de l'obtenir. Et Mhm. alors qu'on ne nous a jamais invités boire hein, et tout, elles nous ont gâté la soirée là. Elles venaient essayer de voir si on pouvait parler à notre pote blanc pour qu'il nous prête. Et il était déjà avec une fille à son bras. Mhm. Elle ne regardait même pas la fille, elle ne la considérait même pas. Elle n'avait plus honte. Toute la honte était partie. La Ouais, honte avait disparu. Donc, c'est ça. quand on parle souvent, parce que c'est un concept qu'ils comprennent bien aux États-Unis, parce que justement, c'est tellement racialisé chez eux. Quand on parle par Ouais. exemple du white privilege, du privilège blanc, les gens font comme si en fait on a inventé ça, ou que non, c'est dans nos têtes, le racisme, c'est dépassé, Au fait, tout c'est ça, des faux problèmes. ouais, tout ça, c'est relatif Alors qu'en plus fait, à la culture française. La culture française fait que on aime bien fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Il y a une certaine hypocrisie et des non-dits qui font que c'est un peu comme, voilà, on dit en France, oui, il faut s'assimiler. Il y a pas, il ne faut pas que telle personne mette le voile, telle fasse ci, telle fasse ça. Or, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le faire. Je ne sais pas si tu as déjà vu des Français dans d'autres pays. Ils sont entre eux, ils ont leurs écoles, il y a les lycées français. Ils vont dans des magasins spécifiques, mais ils veulent que quand les autres viennent chez eux, que ça soit différent. Or, je suis désolé, nous sommes tous des êtres humains. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Au lieu de se voiler la face, c'est le, mieux qu'ils fassent comme les Américains où on sait tout ce qui se passe, quoi. On sait tout ce qui est qui fait quoi et puis le monde et serait mieux, quoi. le pire, c'est ceux qui font genre, ouais, mais moi je ne vois pas les couleurs, on est tous des êtres humains, on est tous des êtres humains de la planète Terre. On voit C'est pas les toujours les couleurs. blancs qui ont ce discours. C'est toujours les blancs qui ont ce discours. On aimerait que ce soit comme ça. Et on sait que c'est pas vrai. Mhm, Ça, mhm, le truc. Par exemple, on veut tous aller vivre au Japon. On veut tous voyager en Asie, etc. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'Asie, sur bien des aspects, l'Asie, le Moyen-Orient, ils sont plus racistes que les Blancs. mhm, mhm. Regarde par exemple le problème qu'il y a eu avec l'Algérie récemment. Et ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est que on aime souvent dire, oh mais c'est les mauvaises pommes qui pourrissent le pot.
Mais je veux vraiment que mes frères africains se rendent compte d'une chose, mes frères noirs africains. Parce que la race, en fait, normalement, c'est pas une réalité, la race. Pourquoi? On peut être blanc et être né en Afrique et avoir une nationalité un peu. Ouais. Et il y a un blanc, il s'appelle Serpent ZA, Serpent ZA. Et il est sud-africain. Non, mais il est blanc. Blanc genre britannique ou un truc comme Oh, ça. il y a même il y a même un qui est très connu actuellement, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. C'est un Sud-Africain à la base. Sud-africain. Ouais. Un peu à la base. Et en plus de Nationalité ça, sud-africaine. son parcours, c'est un peu ce qu'on dit, quoi. Avec tous les projets qu'il avait, il a dû immigrer. Il a d'abord été au Canada. Au Canada. Il a un peu évolué là-bas. Et après, maintenant, il est parti aux États-Unis. Maintenant, il est devenu américain. Et bah, s'il était resté en Afrique du Sud, il n'aurait jamais pu atteindre ce Accompli tout ce qu'il niveau-là. a accompli. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que on veut faire comme si, quand on dit, par exemple, que la discrimination à l'emploi existe, moi, je sais, par exemple, que, et j'ai réfléchi un moment, hein, je ne te cache pas que, il y a un moment dans ma recherche d'emploi, j'ai réfléchi à cacher mon nom africain. J'ai réfléchi à ne pas donner, en fait, le fait que je venais de Libreville au Gabon et tout et tout. Parce que quand on voit ce que je fais en 3D, la plupart des gens ne peuvent pas. En fait, ils ne s'imaginent pas qu'en Afrique, on est capable de faire ça. Inconcevable. J'ai beaucoup de recruteurs qui m'ont rappelé en mode, vous êtes vraiment en Afrique? Ouais, Par exemple, j'ai une machine avec une RTX 3060. J'ai acheté la RTX 3060 là au plus fort de la crise, quand les cartes graphiques coûtaient vraiment super cher. Oh, il y a par exemple un pote au pays, il avait eu la PS5 au moment où il y avait la pénurie là. Il avait eu ça. Je disais ça à des gens ici, ils ont dit, mais attends, mais comment est-ce possible? J'ai dit, mais vous ne savez pas en Afrique ce qui se passe. C'est que souvent, ils se fient à ce qu'on les montre à la télé, dans les médias. Ils n'ont jamais mis pied. Bon, puisque eux, souvent, ils vont en vacances. Et les vacances, c'est dans les pays où on parle en bien. Je sais pas, les Maldives, en Asie, Japon, tout ça. C'est ça. Ils ne pensent pas à l'Afrique. S'ils font un petit effort pour venir là, ils vont comprendre qu'il y a certaines choses. Et il y a certaines personnes qui vivent dans un luxe insolent que même en Europe, les gens n'ont pas. Non, mais imagine, je ne paye pas de loyer. Juste ça, c'est un énorme avantage. Je ne paye pas de loyer, c'est un énorme avantage. Et pour ça, je dis que le mythe du gars qui s'est fait seul et tout, non, ça n'existe pas. On a tous, en fait, nos avantages et tout. Par exemple, moi, j'ai l'avantage que ici, par exemple, au Gabon, je suis un profil rare. C'est difficile, en fait, de tomber sur mon profil. On doit être trop 5, 10, faire ce que je fais. Si on est trop nombreux. Et donc, quand on a besoin de ce genre de boulot, en fait, tu sais que si c'est pas moi, c'est tel qui va avoir le marché, si c'est pas tel, c'est tel. Il suffirait qu'on s'entende et on va cadenasser, en fait, les prix. Exactement, c'est ça. C'est ça. Là, comme ça, si on va te voir, tu donnes un prix, on va voir l'autre. Ils donnent la même fourchette de prix. Ils vont comprendre que c'est ça votre prix, quoi. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme les Indiens qui vont sur les sites comme les freelancers pour faire des trucs en 3D à 10 euros, 5 euros. Et le pire, c'est que même si on faisait ça, on serait toujours moins cher que, par exemple, s'ils devaient aller prendre des blancs, justement, à l'international ou à l'étranger. Parce qu'avant, c'est ce qu'ils faisaient. Avant, pour faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, les trucs de coder, les trucs de programmation, les trucs de 3D, on faisait venir des blancs. Et ça coûtait extrêmement cher. C'est ça. Aujourd'hui, je suis dans une position où même les blancs qui sont ici font appel à moi parce que justement,
ça leur reviendrait toujours moins cher que d'aller chercher quelqu'un, le faire venir. En fait, ce qui les embête, c'est la proximité. Parce que le freelancer indien et tout, en cas de problème, ce n'est pas facile de lui mettre la main dessus, surtout si tu l'as déjà payé. Moi, j'ai l'avantage qu'en cas de problème, en cas de modification, même si tu m'as déjà payé, tu as mon contact, je viens, je fais le travail parce que j'ai une réputation à défendre. Je ne peux pas me permettre de gâcher ma réputation parce que sinon, je n'aurai plus de nouveaux clients. Ou du moins, mes clients vont commencer à me quitter les uns après les autres. C'est ça. Et puis en plus, il y a, comment on appelle, il y a le bouche à oreille, quoi. Si, avec le temps, ça finira par se savoir. C'est mieux d'avoir une bonne réputation. C'est beaucoup mieux. Surtout si tu veux vivre de ce que tu fais, quoi. J'étais à un point où je parlais en fonction de la situation, si vous voulez vous faire recruter par les studios, parce que moi je parle d'un point de vue de quelqu'un qui a échoué à se faire recruter, international et tout. J'ai l'opportunité de faire des boulots en freelance, mais j'ai du mal à me faire recruter. Or, les boulots en freelance, ça peut permettre de se faire recruter plus tard, mais le problème c'est que souvent les boulots en freelance, c'est souvent les clients pour quoi? Pour du NFT, c'est souvent des clients un peu louches en fait, des clients en freelance. Bon, je sais pas, pour vous peut-être c'est pas le cas. Non, c'est pareil. Les clients en freelance parfois. Les NFT. Les clients en freelance, c'est parfois. Et puis en plus de ça même, bon, ici le freelance c'est un peu, je peux dire c'est un peu plus compliqué. Parce que ceux souvent qui font appel aux freelanceurs, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de budget. Donc, ils préfèrent aller recruter des gens en Asie, en Afrique. Ça, en fait. Donc, c'est plus vous qui avez du travail en freelance. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que comme c'est en euros, quand on convertit ça en francs CFA, c'est autre quand chose. Même pas mal d'argent. Ouais. Ça permet de vivre. Asie, le Proche-Orient, n'allez pas travailler à Dubaï. Je vous en supplie, mes frères africains. Surtout si on vous propose d'aller vivre là-bas, d'aller habiter là-bas, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que... On va confisquer votre passeport, désolé. Tout ça là. Encore une fois, c'est culturel. Il faut vraiment que vous compreniez que les Arabes ne se considèrent pas comme Africains. Beaucoup d'entre eux. Dubaï n'est pas en Afrique, c'est pas ce que je dis, mais les Arabes en général ne sont pas solidaires des Africains noirs subsahariens. Parce que comme je disais, l'Afrique c'est un continent. Il y a l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Il faut vraiment que les gens réalisent que pour eux dans leur tête, ils ne sont pas en Afrique. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû reprendre des Arabes, des Libanais, des Marocains, des Égyptiens. J'en rencontre souvent dans le cadre de mon travail. Et on les appelle les Blancs. On les appelle les Blancs. Ici, on les considère comme des Blancs. Quand ils vont chez les Blancs, on ne les considère pas comme des Blancs. Mais... Exactement. Mais en Afrique noire, ils ont à peu près les mêmes privilèges. Voilà. Donc, parfois, ils oublient, en fait, qu'eux aussi, ils vivent en Afrique avec nous. Ils sont considérés comme Africains. Donc, le stigmate de l'Afrique pauvre, de l'Afrique sous-développée et compagnie, ils l'ont aussi, en fait. Et donc, je me suis surpris à plusieurs reprises à devoir reprendre des gars. Parce que, par exemple, il y avait une qui disait non, il faut qu'on fasse l'art africain et l'art marocain, par exemple. Et j'étais obligé de la rappeler que non, tu ne peux pas séparer les deux. Le Maroc, c'est en Afrique. Le Maroc, c'est en Afrique. Si tu connais le gars de Nota Bene, si tu le croises un jour, le gros monsieur qui fait Nota Bene, les émissions de Nota Bene, si tu le croises un jour, dis-lui que je suis très déçu de lui. Parce qu'il a mis comme titre un jour pour une de ses vidéos, est-ce que l'Égypte antique est africaine? Voilà, et il y avait un pseudo expert qui était en train de... Il racontait du n'importe quoi. J'ai vu cette vidéo et depuis que j'ai vu cette vidéo, je ne suis plus cette chaîne-là. Je me suis désabonné. Moi aussi. Attends, mais on a eu la même réaction. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça là, c'est du foutage de gueule. C'est pas sérieux. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle au plus haut niveau. C'est-à-dire que même sans rentrer dans l'argument de la peau noire des Égyptiens ou pas, mais en fait, graphiquement, l'Égypte en Afrique. Exactement. Ils ne pourront jamais enlever ça en fait. Et en plus de ça, ça ne peut pas.
enlever. Est-ce que si tu vas voir les livres occidentaux qui sont écrits pour l'Égypte, par exemple, je suis tombé sur un livre qui parle c'est le Larousse des mythologies du monde. Et on a classé chaque endroit en fonction de là où que ça se trouve. Ils ont mis le monde européen, le monde africain, le monde méditerranéen, ainsi de suite. Et l'Égypte, tu sais où ils ont mis ça? Dans le monde méditerranéen. Pour l'Afrique, ils ont parlé de l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana. Et puis, ils ont parlé aussi des Yoruba, c'est tout. Et ils ont mis l'Égypte carrément. Oh, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un continent qui s'appelle le Maghreb. En fait, à l'époque, il n'y avait que des Noirs partout. Ce sont les Arabes qui sont venus, comment ça s'appelle, ils ont pris cette partie du haut, quoi. Je ne sais pas si tu vois. Et ils se sont mélangés avec les Berbères et tout ça. Même dans les pays, là, il y a des Noirs aussi qui sont là-bas. C'est ça. Donc, même, on ne peut même pas dire que c'est aussi des Arabes parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges. J'ai parlé par exemple avec un Algérien qui était conscient de ça, quoi. Lui-même, il me disait que oui, que lui ne se considère pas vraiment comme un Arabe parce qu'il y a plusieurs mélanges. Du genre, il y a les Berbères et tout ça. Et selon l'histoire, c'est des métis, quoi. C'est des sortes de métis. Parce que même les Arabes, ceux d'Arabie Saoudite, ils ne les considèrent pas vraiment. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans cette zone-là. Tu vois ce qui se passe avec la Palestine, le Koweït et consorts. Les gars d'Arabie Saoudite, ils s'en foutent pas mal, ceux du Qatar. Sinon, si, avec tous les moyens qu'ils ont, s'ils voulaient arrêter ces guerres, ces conflits, ils l'auraient fait. Bah, le pire, c'est qu'ils financent ces guerres pour la plupart, parce qu'ils s'agit d'influence géopolitique. Parce qu'ils se mettent au-dessus, bon, en quelque sorte, les Arabes d'Arabie Saoudite, Qatar et tout ça, là, ils se considèrent comme étant les purs, quoi, la race pure et tout ça. Les autres, ce qui les arrive, ils s'en foutent, c'est pas... Au fait, il y a ces histoires, ces non-dits là, qui ne sont pas trucs. Et au moins, il y a certains qui en ont conscience. J'en parle parce que on a toujours... Moi, par exemple, je me rappelle, fut un temps, mon rêve, c'était de travailler à Dubaï, dans l'architecture. Parce que je voyais les grands bâtiments, les grands projets pharaoniques. Et je suis quelqu'un, en fait, je suis passionné d'art, je suis passionné d'architecture, je suis passionné de musique. En fait, tout ce qui touche à l'art et à la technique. Et donc, quand je voyais le projet de Dubaï, c'était un de mes rêves. Je voulais soit travailler à Dubaï, soit travailler à Singapour dans le domaine de l'architecture. Et malgré mon absence de diplôme, j'ai réussi à travailler dans l'architecture au Gabon. Je travaillais sur des projets fantastiques. Encore en ce moment, je suis en train de gérer un projet. Puis il y a un projet pour un grand hôtel de luxe de la place. Quand ça va sortir, je te mettrai au parfum. Mais si tu regardes mon portfolio, j'ai fait une petite preview de ça en fait. Et donc, il faut vraiment comprendre que on aime souvent dire, comment on appelle ça, que c'est juste quelques pommes qui pourrissent. En fait, c'est des exceptions. Les gens qui n'aiment pas les Noirs, qui sont racistes, etc., etc. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que parfois c'est culturel. C'est culturel et c'est dans l'éducation des gens, en fait. Exactement. D'apprendre le mépris d'une certaine classe sociale, d'apprendre... Quand tu prends par exemple les Indiens, ils ont le système de caste. Ouais, là-bas c'est très... Les castes là-bas, c'est chaud. Voilà, et quand tu regardes le système de caste, qui est en bas, c'est les personnes à la peau foncée. Exactement. Parce que les Asiatiques ont ceci de particulier que les Asiatiques, en fait, ont toutes les types de peau. C'est pas comme les Noirs où il y a une certaine limite. Tu peux être clair, mais tu ne seras jamais aussi clair qu'un blanc. Ou les Blancs où il y a une certaine limite. Tu peux être bronzé, mais tu ne seras jamais noir comme un Noir. Les Asiatiques, eux, ils ont vraiment tout le spectre. Parce qu'en fait, quand on dit Asiatique, on ne parle pas d'une race. Quand on dit Asiatique, on parle d'une zone géographique. Un exemple simple.
est-ce que la Russie est en Asie ou la Russie est en Europe? Exactement. Je voulais en venir par rapport à ça. Parce que quand techniquement, l'Europe et l'Asie, c'est la même bande, hein. Il y a pas, c'est un seul bloc, quoi. C'est un seul C'est un seul continent. Il n'y a bloc pas vraiment et une frontière. c'est ça. Et Il n'y a pas c'est eux une qui mer ont qui sépare décidé l'Europe de de, l'Asie. exactement, c'est eux qui ont décidé de subdiviser ça comme ça, l'Europe ici, l'Asie là. Et puis le Mais cas de la Russie est intéressant parce que la Russie, je sais pas, est-ce qu'on va dire que c'est en Asie ou bien c'est en Europe? Parce que la Russie est frontalière avec la Chine, un peu avec le Japon, avec plusieurs pays tels que les Kazakhstan et tout ça là. Et en plus, avec d'autres pays européens aussi. Donc, c'est un cas très intéressant. Et même dans ce pays, ça c'est un truc, quand j'ai appris ça, et bizarrement, c'était quand je regardais un animé que j'ai appris ça. En Russie, il y a différentes catégories. Il y a des gens, des Asiatiques, quoi. Bon, qui ont des traits asiatiques, des traits de Chinois et tout ça, qui sont russes. Parce qu'il y a des zones, oui. les zones très froides là surtout. Il y a, il y a des groupes qui font un peu penser aux Inuits, qui ont des traits vraiment asiatiques. Il y a ceux qui sont proches du Kazakhstan, tout ça là, et qui parlent russe et consorts. Ce sont des Russes, quoi. Et il y a aussi ceux qui ont des traits occidentaux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, bon, apprendre ce genre de trucs. Et s'il y a encore la possibilité de voyager et se rendre compte que ce n'est pas tout ce qu'on montre dans les médias ou à la télé qui est le monde. Le véritable monde est souvent très différent de ce qu'on nous montre. Ah oui, ah oui. Par exemple, une ville comme Dubaï, on nous vend le rêve de Dubaï, mais je n'aimerais pas travailler à Dubaï aujourd'hui parce que quand je regarde un peu, à moins d'être blanc ou justement arabe, Exactement. c'est très difficile en fait d'avoir. Parce que quand tu regardes les blancs qui parlent de leur expérience à Dubaï, ils ont toujours une très bonne expérience. Ouais. Pour être bien traité à Dubaï, il faut avoir beaucoup de pouvoir et d'influence ou la bonne couleur de peau. C'est ça. Ou Que soit, les noirs qui si sont tu es souvent... noir, il faudrait être très connu. Si tu es un footballeur, un Voilà. Kylian Mbappé ou Il faut avoir un bien certain statut. tu es un rappeur, un grand artiste, oui. Mais bon, Voilà. Il si faut c'est pas avoir un le certain cas, statut. Parce que ce qu'on n'aime pas souvent dire et que on ne veut pas nous reconnaître. Parce que quand on dit ça, on dit non, mais si on ne te donne pas, si on te traite d'une certaine façon, c'est parce que tu l'as cherché ou tu t'es mal comporté ou tu es parti avec des idées préconçues, etc., etc. Jamais allé à Dubaï. Famille allée à Dubaï, ils ont fait un très bon séjour. On les a pas maltraités. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que quand tu vis dans un pays, c'est différent de quand tu le visites en touriste. exactement. Vraiment un fossé qui sépare les deux. L'expérience d'un touriste n'est pas la même expérience que celle de quelqu'un qui vit dans le pays et qui devient accoutumé à ce pays. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voyager dans ces pays. Je dis que Y je ne vivre vous conseille ou pas y d'aller travailler dans ces travailler, pays. c'est pas une si bonne idée que ça, à moins que C'est pas tu pareil. aies un statut. Voilà, c'est pas la même expérience. Faites le voyage parce que c'est ce que vous voulez faire. C'est une belle expérience. Dubaï est une ville magnifique. Mais ne vous dites pas que vous allez devenir un Dubaïeur. Ne prenez pas, par exemple, en fait, modèle sur les Français blancs ou les personnes blanches qui vivent à Dubaï et qui ont une très bonne expérience et vous dire que ça va s'appliquer à vous. Surtout si vous n'avez pas un statut particulier qui vous permet, en fait, de rattraper, en fait, la noirceur de votre peau. C'est quelque chose qui peut choquer, mais comprenez que culturellement, ils sont éduqués à voir les gens à la peau sombre comme des gens en dessous d'eux. Je travaille avec des gens de cette communauté, je sais de quoi je parle. Je ne dis pas ça juste parce que je ne sais pas, non. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture, dans leur éducation, et c'est la partie-là qu'on ne veut pas reconnaître en fait. Parce que souvent quand on parle de racisme et compagnie, les gens pensent que c'est l'individu. Une personne est raciste, ça ne veut pas dire que tout le monde dans cette communauté est raciste. Non, il faut vraiment que vous compreniez que la communauté encourage le racisme. Exactement. Et tu as quelques personnes, voilà, qui sortent du lot
Et bien sûr, on ne va jamais en fait vous montrer ça de façon frontale au début. Parce que On te dit, vous êtes même un touriste, vous des fois dans venez des familles qui sont racistes, il y a des individus qui ne le sont pas. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est une mentalité de groupe, en fait. La culture, nous, en Afrique, on a beaucoup été influencés par la culture occidentale. Et donc, on aime souvent mesurer les gens par l'individu. Exactement. Donc, je suis qui je suis. Alors que, par exemple, la culture arabe, maghrébine, asiatique, ils ont plus une vision du groupe. C'est-à-dire que je peux ne pas être raciste, mais si le groupe est raciste, je vais m'aligner sur le groupe. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être ostracisé. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste, par exemple, à des situations où tu as des lynchages et personne ne vient défendre la personne parce que le groupe a déjà... En fait, la majorité l'emporte. C'est ça. La majorité l'emporte. Il y a rarement des gens qui se lèvent pour sortir de la majorité. Et c'est comme ça que ces sociétés-là sont vraiment... Et c'est comme ça qu'elles sont soudées, en fait. Et donc, on ne vous dit pas, c'est une expérience, parce que souvent, quand les gens trouvent le courage d'en parler, par exemple, je vois souvent dernièrement des gens qui étaient en Corée, parce que la Corée, c'est devenu un peu comme le Japon. Il y a la K-pop, les gens rêvent d'aller pour un jour peut-être... tomber par hasard sur leur star de K-pop et puis ils s'imaginent, c'est surtout les filles que l'on va faire ça. Elles s'imaginent que la K-pop va tomber amoureux d'elles et qu'ils vont une histoire d'amour interdite, ce genre de choses. En France, ici, il y a beaucoup de filles. Non, je disais qu'il y a beaucoup de filles en France ici qui sont à fond avec les Coréens, la K-pop et tout ça. Alors, c'est quoi je crois que c'est Togen, la chaîne, la chaîne du YouTube, français qui parle beaucoup de Corée, qui vit en Corée, qui est marraine coréenne et tout. Je crois que c'est Togen, en tout cas. C'est lui. Il parle des coulisses. Dédicace aussi à Papsan. Je sais pas si tu connais Papsan. Ouais, je le connais. Ouais, c'est logique que je les suive aussi. Ouais, Papsan a un parcours très intéressant aussi. Si vous voulez voyager, des études, ne faites pas comme moi. Ne laissez pas tomber vos études. Vous voulez voyager, faites des études. Très important. Et puis en plus, bon, toi aussi, tu es encore jeune, tu peux toujours y aller. Surtout que toi, tu travailles en freelance. Bon, à moins que tu aies la famille qui te retient, là, je comprends. Non, moi, j'ai quoi? J'ai 30 ans passés. Je sais pas, tu t'imaginais que j'avais quel âge? Non, si, quand... bon, tu as dit que tu as commencé à 21 ans, tu parlais de 12 ans, j'ai 12 ans d'expérience, j'ai fait un peu le calcul. Je sais que tu es début trentaine. Mais bon, début trentaine, c'est pas... Tu es jeune. Non, parce que, par exemple, si tu veux avoir un visa travail, il faut avoir moins de 30 ans. Par exemple, au Japon. Ah, moi, je ne te parle pas de visa travail. Je parle de visa études. Voilà. Oui, tout ça. À 30 ans, tu peux faire une formation. Le truc qui te permet de rester 1 an et de travailler. Oui, c'est ça. Le visa qui te permet de rester 1 an et de travailler, il faut avoir moins de 30 ans. Mais sauf que toi, tu bosses en freelance. Je sais pas si tu vois. C'est possible, oui. Ouais. Mais si vous voulez voyager à moindre coût, c'est peut-être ce que j'aurais dû dire, faites des études. Parce que quand vous avez le diplôme, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un visa. C'est vrai. C'est beaucoup plus... Tu en sais quelque chose. J'ai pu échanger avec G-Rice. Bon, c'est ce qu'il me disait en tout cas. Parce que dans son parcours, j'ai vu qu'il a été au Canada, ensuite il est venu en Angleterre et tout ça. Et il disait que, comment on appelle, pour pouvoir aller à l'extérieur, même si tu as un bon niveau, il faut que tu aies un diplôme pour les trucs de visa là. C'est absolument essentiel, à moins vraiment... Parce que l'autre solution, c'est par exemple de voyager à ses frais. Mais le problème, c'est que c'est un sacré budget, en fait. Je ne sais pas si les gens réalisent ça. Moi, par exemple, je ne suis pas seul. Je suis avec madame, on a un enfant.
Et donc, si je veux, par exemple, dire que pour obtenir le boulot de mes rêves, parce que beaucoup de compagnies m'ont expliqué que le problème, c'était la localisation et ils ne sponsorisaient pas les visas. OK. Mais du coup, si je dois voyager pour aller m'installer, même avec tout ce que je me fais ici, c'est compliqué parce que voyager coûte extrêmement cher quand on parle d'Afrique. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Déjà, les frais de logement. Ouais, les frais de logement, c'est quelque chose. À moins d'être millionnaire, multimillionnaire, mais pas juste multimillionnaire, genre tu dois prévoir au moins, à mon avis, pour un voyage où tu te dis que tu vas aller faire 1 an, installé dans le pays d'autrui, comment on appelle ça, en freelance, tu dois prévoir au moins 10 millions. Parce que tu vas arriver, le temps de te faire tes premières relations, de trouver tes premiers clients, etc., il te faut au moins 10 millions de budget. Et comme le Canada, par exemple, moi, j'étudie beaucoup ça parce que mon rêve, c'est de devenir un digital nomade et de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde et de beaucoup voyager. Comme Olivier Roland. Par exemple, au Canada. Voilà, par exemple. Et au Canada, moi, je prendrais plus Arthur Whitehead. Je ne sais pas s'il est sud-africain. Arthur Whitehead. Je cherche Arthur Whitehead. C'est un artiste 3D. Il travaille beaucoup dans tout ce qui est marketing, publicité de marques de luxe, de boissons. En fait, il fait beaucoup plus product design. Oui. Arthur Whitehead sur YouTube. Encore une fois, je suis beaucoup plus... Je vais chercher voir. C'est qu'il doit utiliser les trucs comme les... Cinéma 4D, ce genre de logiciel-là. Oui, il utilise Cinéma 4D. C'est ça. Il utilise Cinéma 4D comme ça. Il fait de très beaux tutoriels. Lui, c'est ça, en fait. Il voyage pas mal. Il travaille avec beaucoup de marques et tout. Et lui, là, vraiment, en fait, c'est son profil vers lequel j'ai envie de me diriger parce que j'ai envie de beaucoup voyager, en fait. J'aimerais vraiment avoir la possibilité de beaucoup voyager. Ici, par exemple, j'ai eu parfois, j'ai eu l'opportunité où genre, on me paie le billet, on me paie la chambre d'hôtel, je viens pour bosser, mais tout est aux frais de l'entreprise. Tu vois un peu. Ça, j'ai déjà eu ça ici. Mais c'est à l'intérieur du pays. Je vois. Et là, j'ai vraiment envie, en fait, d'arriver à un stade où je peux faire ça à l'extérieur du pays. Ouais. Alors, bon, là, dans ton cas, ce que tu devrais faire, c'est... ouais, bah... Il y a différents organismes, des conférences et tout ça. Je me rappelle... Il faut que je sois plus visible. C'est ça. Même... Ça, j'en suis conscient. Exactement. Si, par exemple, même si tu n'es pas forcément visible, si tu es dans un groupe... je me rappelle, je ne sais pas, c'est AIESEC ou je ne sais pas quoi. J'ai une connaissance, elle voyageait en Corée du Sud et tout ça. Bon, par exemple, en Corée du Sud, elle avait été visiter les entrepôts de Samsung. On les a donné des téléphones Samsung à chacun. Au fait, il y a plusieurs organismes qui organisent ce genre de voyage-là. Mais c'est dans certains groupes, au fait. Tu dois être dans une association ou dans un organisme, ou bien tu dois être visible toi-même. Être un porteur de projet. On parle souvent d'organismes non gouvernementaux. Exactement. Et l'organisme ONG. Les ONG. Alors, ou les organismes à non-profit. Exactement. Et il y en a qui parlent de la culture. Bon, en tout cas, toi, avec ton profil... en tout cas, il faut bien te renseigner. Il y a plusieurs opportunités. Définitivement, c'est prévu. Il y a plusieurs opportunités. Là, comme ça, tu vas te faire un réseau. J'aurais probablement... Oui. Là où je vais bosser dans 1 mois, si tout va bien, il y a la possibilité, en fait, de suivre des formations. Et les formations, là, souvent, tu voyages, tu vas en France, tu vas dans d'autres pays, etc., etc. Donc, de ce côté-là, en fait, je suis en train de... Je me prépare. Je suis quelqu'un, je suis très patient. Ça aussi, c'est une autre grande leçon. C'est que ça prend en moyenne 10 ans pour réussir dans un domaine, pour vraiment réussir. Et l'erreur souvent qu'on fait, c'est que
on pense qu'on va commencer et puis réussir l'année suivante ou les 2 ans qui suivent. Alors qu'il faut plus se dire que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut vraiment être patient. Par exemple, moi, j'ai juste commencé vraiment à postuler depuis janvier. Il y a des gens qui postulent pendant 2 ans avant de trouver un boulot. Donc, quand je me plains un peu comment on appelle ça, de certaines situations par rapport au recrutement, le fait qu'ils n'aiment pas Blender, non, vous ne travaillerez pas le lead dog en bossant sur Blender. Ça n'arrivera pas. Apprenez Maya. Le fait qu'ils ne veulent pas payer les visas, parce que pour la plupart, s'ils veulent un candidat qualifié, ils ont la possibilité d'avoir quelqu'un meilleur que vous qui est à côté. Même s'il coûte plus cher. S'ils coûtent plus cher, ils vont... Parce que l'argent n'est pas le problème pour eux, c'est vraiment plus la proximité. Ils ne veulent pas passer 6 mois à essayer de faire le visa et puis ça ne marche pas en fait. Et après, ils doivent recommencer. Ils détestent en fait le processus de recrutement. Personne n'a envie de faire ce boulot. C'est un boulot pénible. Il faut vraiment que vous vous dites que les gars ne sont pas là pour vous faciliter la tâche. Ils sont là pour rejeter le plus de candidats possible